Bonsoir ou rebonsoir de retour sur France 3 Paris-Île-de-France pour la suite de cette soirée spéciale. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous le voyez, on est prêt à vous donner les résultats de ces législatives. 12 points de direct, 4 équipes de reportage. On est dans chacun de vos départements. Ce soir, le dépouillement est encore en cours dans les grandes villes. Mais déjà, Carla, nous avons 3 résultats définitifs en Seine-et-Marne. Oui, Marlène, et on commence dans la 4e circonscription où la députée sortante LR, Isabelle Périgot, est battue. C'est Julien Limongi du Rassemblement national qui l'emporte avec 51,7% des suffrages. Autre bascule dans la 8e circonscription, dans cette triangulaire, c'est Arnaud Bonnet, écologiste, qui l'emporte avec 39,3% des voix. Le député sortant, Adrien Gomier, arrive en 2e position avec 33,8% des voix devant la candidate du Rassemblement national. Et encore une bascule dans la 1re circonscription, puisque c'est Arnaud Saint-Martin, la France Insoumise, qui est élu avec 37,7% des voix devant Théo Michel, LR-RN, 35,8% des voix. La députée sortante Aude Luquet du Modem arrive en 3e position. Merci Carla, on revient vers vous dès que vous avez de nouveaux résultats. Et pour connaître ces résultats chez vous, je vous rappelle qu'il vous suffit de flasher le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Ces résultats, William, on va les commenter avec nos invités. Pour le Parti socialiste, Emma Rafovic, nouvelle députée européenne et conseillère du 11e arrondissement. Bonsoir. Bonsoir. Pour les Républicains alliés au Rassemblement national, Sébastien Meurant, conseiller départemental du Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir. Un élu écologiste également avec nous, David Belliard, adjoint à la maire de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, un représentant de Renaissance, l'ancien député de l'Essonne, Alexis Isard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Sébastien Meurant, ce qui se passe en Seine-et-Marne, une circonscription, on vient de le voir, gagnée par le Rassemblement national, mais peut-être pas le raz-de-marée annoncé. Ça veut dire que les désistements ont plutôt bien fonctionné. Est-ce que c'est significatif pour vous de ce qui se passe au niveau national ? Assurément non, puisque là, aujourd'hui, on voit le piège mitterrandien continuer à fonctionner. Là, c'est à rebours de ce qui se passe au niveau national. Moi, je suis effectivement très inquiet pour le pays, puisqu'aujourd'hui, on s'achemine vers une assemblée ingouvernable, séparée en 3 morceaux. Et ces dernières semaines, on nous a abreuvé de fausses nouvelles, quelque part. On attendait une victoire du Rassemblement national et de ses alliés, enfin de l'Alliance des droites, que j'appelle de mes voeux, moi, depuis des années. Moi, je suis un candidat républicain soutenu par l'ensemble des forces de droite sur la circonscription. C'est pas d'aujourd'hui. Moi, je milite depuis toujours pour sortir de ce piège mitterrandien, pour revenir aux fondamentaux. On a senti qu'à partir du moment où les instituts de sondage prenaient en compte les désistements, donc à partir de mercredi matin, les choses étaient en train de tourner quand même. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais vu ça, en fait. En une semaine, des retraits partout, une alliance dite Front de gauche qui n'a rien à voir, mais sur rien du tout. C'est l'alliance de la carpe et du lapin. Ils sont d'accord ni sur l'économie, ni sur le nucléaire, ni sur la sécurité. Donc on peut s'inquiéter quand on voit le triomphe effectivement de M. Mélenchon, qui a conduit des candidats qui s'insultaient lorsque l'on entend M. Glucksmann. Et au 1er mai, il se faisait cracher dessus par des militants LFI. Je crois que sur le plateau, il y a des personnes qui ont eu un maille à partir avec des militants LFI. Et moi, je suis très inquiet pour la démocratie. On a vécu une semaine de campagne, de violence, comme jamais on a vu. Et l'image de la France, de la démocratie française, donnée aux Français et aux étrangers à la veille des JO, est extrêmement inquiétante. Des violences partout, des magasins qui barricadent leurs vitrines. C'est effectivement très inquiétant pour notre démocratie. Alexis Isard, il y a quelques minutes, on a annoncé les victoires dans leur circonscription de vos ministres, Franck Riester, Frédéric Valletoux. Tous les deux étaient en ballottage défavorable après le premier tour. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été sauvés par le désistement d'un candidat de gauche ? Ils n'ont pas été sauvés, il y a simplement eu un besoin d'éclaircissement. Moi, j'ai participé à ce besoin d'éclaircissement. La réalité, c'est qu'au second tour, dans un grand nombre de circonscriptions, on avait 3 candidats. 3 candidats qui se retrouvaient au second tour et qui allaient forcer les électeurs à un non-choix, à retrouver à la fin un député qui ne correspondait pas à leurs attentes. Moi, pour ma part, j'ai choisi de me désister parce que je respecte profondément mon territoire. Je respecte profondément les administrés que j'ai on a Frédéric Valletoux en direct, justement. Mais j'aimerais bien terminer après. Oui, on vous redonne la parole juste après. On va retrouver donc Cécile Claveau à Fontainebleau. Cécile, vous avez avec côté, je crois, Frédéric Valletoux qui sort vainqueur de ce second tour.
Oui, Marlène, exactement. Frédéric Valletoux est réélu dans cette deuxième circonscription de Seine-et-Marne qui, je vous le rappelle, regroupe les communes de Fontainebleau, Nemours ou encore Château-Landon. Il arrive en tête avec 59,95% des voix face à la candidate du Rassemblement national, Ivanka Dimitrova, qui totalise 40,05% des voix. Bonsoir, Frédéric Valletoux. Quelle est votre première réaction ce soir ? C'est une réaction de bonheur, mais aussi de voir que finalement, l'ancrage territorial, qui était peut-être un élément différenciant de ma candidature, a fonctionné. Je fais plus de 2,5 points de plus qu'il y a 2 ans. J'ai été retrouvé contre l'extrême gauche il y a 2 ans. Je bats l'extrême droite ce soir. Et je suis très heureux. Ça prouve que le Sud Seine-et-Marne reste profondément attaché aux candidats qui portent les valeurs républicaines et avec des niveaux de score à Fontainebleau, à Avon ou à Nemours qui sont de 60-72% à Fontainebleau et à Avon. Donc évidemment, pour moi, c'est un formidable encouragement pour la suite. Vous pensez que vous avez bénéficié du report des voix de la candidate de gauche qui s'est retirée pour ce second tour ? Ah oui, bien sûr, je bénéficie effectivement du fait d'avoir ce duel face à l'extrême droite. Je le redis, il y a 2 ans, c'était un duel face à une candidate LFI. Cette fois-ci, c'est un duel contre une candidate du RN. Et je fais un score encore amélioré, presque 60%, 59-95%. C'est évidemment beaucoup de joie, ce qui prouve que cette troisième voie que j'ai évoquée pendant toute la campagne entre l'extrême droite et l'extrême gauche est un scénario qui a eu l'écoute des électeurs et a rencontré leur soutien. Merci beaucoup, Frédéric Valletoux. Merci à vous, Cécile. Alors, je vous avais promis de vous redonner la parole, mais on m'annonce que Gabriel Attal est en train de sortir sur le perron pour prendre la parole. On va donc écouter le Premier ministre. Promis, on revient vers vous juste après. Ce soir, à l'occasion du second tour des élections législatives, vous vous êtes exprimé démocratiquement et en nombre. Et qu'il me soit permis, à nouveau, de remercier toutes celles et ceux élus locaux, employés municipaux, assesseurs, qui ont permis la bonne tenue de ce scrutin. Je tiens à féliciter les 577 députés nouvellement élus. Chacun a entre ses mains une part de notre souveraineté nationale, qui est notre bien le plus cher. Tous, réunis, représentent notre nation. Mesdames et messieurs, cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir. Et avec nos candidats Ensemble pour la République, nous avons décidé de nous battre. Mon engagement dans cette campagne était pour moi un devoir. Dès le début de cette campagne, j'ai alerté sur 3 risques. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise, le risque d'une majorité absolue dominée par le Rassemblement national et le risque d'une disparition du mouvement qui incarne nos idées et nos valeurs. Ces 3 risques, aujourd'hui, ont été écartés par les Français. Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes. Nous le devons, je crois, à cet esprit français, si profondément attaché à la République et à ses valeurs. Ce soir, le courant politique que j'ai représenté au cours de cette élection, celui de la République et du progrès, celui de l'autorité et du travail, celui de la transition écologique et de la construction européenne, est bel et bien vivant. Grâce à notre détermination, grâce à la force de nos valeurs, nous avons tenu. Et nous sommes debout, avec 3 fois plus de députés que ce que donnaient certaines estimations au début de cette campagne. J'ai évidemment une pensée pour tous les candidats Ensemble pour la République. Gabriel Attal, ce soir, Alexis Jard, je me tourne vers vous. Le Premier ministre doit-il démissionner? C'est la pratique démocratique en principe? Ça, c'est la décision du Premier ministre. C'est évidemment pas à moi de le commenter ce soir. Mais j'aimerais quand même finir le propos et je vais vous le résumer. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il était important, je crois, d'éclaircir les choses pour les électeurs. Ce qu'on a souhaité proposer, en tout cas ce que j'ai souhaité proposer sur ma circonscription, c'est aux électeurs de leur dire que le choix de mettre l'extrême droite au pouvoir n'est pas anodin. Et que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient le faire. Il suffisait simplement de voter à 50% plus une voix. La réalité, c'est que les Français, ils ont été courageux et ils ont renoncé à cette fièvre qui montait dans le pays. C'est une réalité. Les députés, les candidats du Rassemblement national étaient qualifiés sur plusieurs centaines de circonscriptions qui leur permettaient d'accéder à une majorité absolue. Les Français ne l'ont pas souhaité.
C'est une réalité. Aujourd'hui, on est avec 3 gros blocs qui vont à l'Assemblée nationale essayer de composer quelque chose pour un gouvernement. Moi, je souhaite qu'il puisse y avoir une coalition qui puisse se créer sur un projet qui allie à la fois toutes les problématiques sociales qui ont été annoncées et voulues par les Français via un vote tout de même assez important pour le nouveau Front populaire, mais également sur les sujets de régalien et de sécurité qu'il faut prendre en compte. Gabriel Attal dit qu'aucune majorité ne peut être conduite par les extrêmes, et Marafovic pour le Parti socialiste. Comment vous l'interprétez ? Alors déjà, tout de même, quel soulagement. Quel soulagement ce soir de voir que le pays n'est pas tombé aux mains du Rassemblement national et que nous avons réussi, grâce à cette union de la gauche, ce nouveau Front populaire, une gauche unie sur des bases rééquilibrées, sur des bases qui, je crois, ont su créer l'espoir, que cette gauche a réussi à créer la surprise. C'est ce soulagement-là qui aujourd'hui m'envahit, comme je pense qu'il envahit la majorité des Françaises et des Français. Maintenant, c'est clair. Le choix des Français s'est tourné vers ce que nous avons proposé, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites, le SMIC à 1 600 €, l'abrogation aussi de la 172 loi à immigration. 192 sièges pour le nouveau Front Évidemment. populaire, et pour le Parti socialiste, précisément, alors qu'il est entre 63 et 69 sièges. Nous doublons aujourd'hui manifestement notre groupe à l'Assemblée nationale. C'est une vraie satisfaction qui, je crois d'ailleurs, découle de ce que nous avons réussi à créer aussi pendant la campagne des élections européennes. Olivier Faure dit, sans doute comme vous, il faut appliquer le programme du nouveau Front populaire. Sauf que, de fait, vous n'avez pas de majorité absolue non plus. Il va falloir élargir. Aujourd'hui, nous sommes prêts à gouverner. Nous sommes prêts à gouverner sur les bases qui sont celles de notre programme. C'est-à-dire, oui, un programme de rupture qui propose l'abrogation de la réforme des retraites, le SMIC à 1 600 €, l'augmentation de 10 points aussi du point d'indice des fonctionnaires. Possible. Un programme, en tout cas, qui va dans le sens de la justice. Aujourd'hui, il est bien trop tôt. Il est bien trop tôt, évidemment, pour dire quelle sera la suite exacte de cette soirée. Mais ce que je pense très sincèrement, par contre, c'est que nous n'allons pas nous laisser dicter la suite des opérations par d'autres et que c'est à la gauche unie, et évidemment je le dis à côté de mon camarade écologiste, c'est à la gauche unie de se voir, de discuter dans le cadre nouveau, qui est ce nouveau Front populaire, de manière démocratique, sans hégémonie, mais aussi sans outrance. Alors William, vous en parliez à l'instant, Gabriel Attal annonce qu'il va démissionner demain. C'est la pratique démocratique, David Béliard. Une réaction pour les écologistes. Vous êtes crédité de 32 à 36 sièges, qui serait une progression. D'abord, permettez-moi quand même de commencer mon propos, moi aussi, par d'abord un immense soulagement, quand même, par rapport à une situation qui nous était annoncée avec une majorité absolue ou relative au Rassemblement national, à l'extrême droite et à l'ensemble de ses alliés. Et aujourd'hui, effectivement, on a une toute autre composition et un tout autre paysage politique. Et donc, c'est une clarification extrêmement importante. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité de Françaises et de Français qui souhaitent être gouvernés par un gouvernement d'extrême droite. Ce qui ne nous dit pas ce qu'on fait maintenant, David Béliard. Oui, mais c'est quand même important de le noter. C'est important de le noter parce que pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, depuis l'annonce de la dissolution, même bien avant, on nous annonçait un raz-de-marée d'extrême droite, on nous annonçait un pays qui sombrait dans des propos qui étaient des propos racistes et xénophobes, avec un programme qui est un programme de discrimination. Et aujourd'hui, ce que je constate et ce que nous constatons, c'est que lorsque la gauche est rassemblée, lorsque nous avons réussi, parce que nous avons réussi à proposer effectivement un nouveau Front populaire, une grande alliance de la gauche et des gauches et des écologistes, eh bien, nous avons permis à un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes, la majorité d'ailleurs, eh bien, de se porter vers ce programme qui est un programme d'espoir. Et c'est la double clarification. La deuxième clarification, permettez-moi de terminer là-dessus, c'est la deuxième clarification de ce scrutin. C'est qu'il y a une clarification sur la question de l'extrême droite et il y a une clarification sur la question du programme. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête, et il arrive aujourd'hui avec un nombre très important, et voire ce sera le premier groupe, en tout cas le premier bloc à l'Assemblée nationale. Et donc, il est tout à fait normal, maintenant, que ce soit le nouveau Front populaire, discuté dans ses instances, dans sa composition, qui est effectivement une composition rééquilibrée, eh bien, de faire une proposition
pour gouverner, parce que nous souhaitons gouverner, nous sommes prêts à gouverner et nous avons un programme que les Françaises et les Français ont choisi. Alors nous l'évoquions au début de cette soirée, du fait des appels au front républicain, ce second tour s'est joué essentiellement dans des duels, mais il y avait quand même 19 triangulaires dans notre région. On va tout de suite aller du côté des Yvelines, dans la 7e circonscription à Conflans-Sainte-Honorine. Antoine Marguet, 3 candidats à couteau tiré, avec de part et d'autre des accusations de tambouille électorale. Exactement, c'est Babette de Rosière, arrivée 3e il y a une semaine avec 25% des voix. La restauratrice LR soutenue par le Rassemblement national a expliqué qu'elle avait été contactée par un cadre imminent de l'Élysée pour lui proposer des postes afin de se désister. C'est vrai que la situation à l'époque pour Nadia Hay, la candidate sortante LR, Renaissance, était un peu compliquée. En tout cas, elle n'a pas suivi ses propositions de poste. Ce soir, c'est plutôt Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé, Renaissance passé qu'au Nouveau Front Populaire, qui semble virer en tête ici, dans cette 7e circonscription. Vous donnez une petite tendance qui a l'air de se dessiner, en tout cas ici à Conflans-Sainte-Honorine, où l'ancien ministre de la Santé et aussi directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, mais passé Nouveau Front Populaire, virait en tête avec un peu plus de 37% des voix ici sur les 2 bureaux de Conflans-Sainte-Honorine, mais qui sont plutôt favorables à la gauche. Aurélien Rousseau qui semble donc avoir bénéficié de cette dynamique à gauche. Merci Antoine. Un bulletin de vote, 3 possibilités aussi dans la première circonscription du Val d'Oise. Tania Ouattine, vous êtes toujours à Pontoise. Le maintien de la députée sortante Renaissance, pourtant devancée par le RN et LFI, rend le résultat de ce soir très incertain. Oui, effectivement, Marlène, dans la première circonscription du Val d'Oise, c'est vraiment le suspense absolu. Et du bureau centralisateur qui est derrière moi, pour l'instant, rien n'a filtré. Alors, de manière globale, la semaine dernière, on avait une 60aine de villages du Vexin qui ont tous plébiscité le Rassemblement national arrivé en tête avec 33% des voix. Et derrière, on avait le Nouveau Front Populaire qui avait été choisi par les villes de la circonscription Pontoise, Beaumont, Persan. Loin derrière, la députée Émilie Chandler, candidate ensemble, avait fait 25,5% des voix, mais malgré une pétition signée par près de 4000 personnes, elle a décidé de se maintenir dans cette triangulaire pour proposer, je cite, une alternative aux extrêmes. Alors, elle compte également sur les réserves de voix des Républicains, mais le Rassemblement national aussi. Le RN, dont la candidate Anne Sicard travaille dans un centre de réflexion, un institut qui se donne pour mission de défendre la race blanche. Le candidat Nouveau Front Populaire était donc très inquiet et en colère de voir le maintien de la candidate ensemble dans cette triangulaire, mais les résultats nationaux ont tendance à le rassurer. Merci Tania Ouattine. Duel au triangulaire, ça change complètement le rapport de force dans un second tour. Sébastien Meurant, on a parlé des désistements à gauche. Au centre, vous aussi en 3e position. Dans une autre circonscription du Val d'Oise, vous avez fait le choix de vous retirer au profit d'une proche d'Édouard Philippe. C'est une initiative personnelle, il n'y avait pas de consigne pour le coup. Aucune consigne, bien sûr. Moi, j'avais déjà voté la dernière fois, donc il y a 2 ans, pour Naïma Moutchou, que je cite. Et là, l'arc républicain, je l'ai fait à mon niveau. Car le mouvement que je défends, que je me trouve, les LR avec Éric Ciotti, n'a rien à voir avec un mouvement d'extrême droite. Par contre, en face, LFI et cette alliance du Front Populaire est un mouvement d'extrême gauche. Monsieur Poutou, des députés, des candidats qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme, le NPA, monsieur Mélenchon, les différents propos antisémites racistes de députés actuels de notre région Île-de-France. Je peux les citer si vous le voulez. Vous avez fait, en tout cas, vous, l'arc républicain à mon niveau. Barrage à une candidate à LFI. J'espère, parce que je n'ai pas encore les résultats. J'espère qu'elle nous apprendra dans la circonscription. Et en fait, on va dire que c'est le centre droit, voilà. Et moi, j'ai pris mes responsabilités. J'avais un candidat LR qui m'empêche d'être quasiment en tête. Et malgré l'appel au candidat vert qui appelait à voter pour moi, parce que je suis quand même quelque peu connu sur la circonscription, j'ai été maire, j'étais également sénateur du Val d'Oise et président de la Fédération LR du Val d'Oise. Voilà. Emma Rafovitch, dans l'accord de gauche, la circonscription des Yvelines nous présente Aurélien Rousseau était réservée au PS et à Place Publique. Pourquoi être allé chercher un des artisans de la réforme des retraites? C'est un coup politique? Aurélien Rousseau, c'est surtout, je crois, l'homme qui représente les courageux.
chez finalement ceux qui ont été élus avec La République En Marche et Renaissance il y a quelques années. Aurélien Rousseau, c'est celui qui a décidé de partir, de claquer la porte. Il a décidé de claquer la porte quand la loi immigration a été proposée par le gouvernement. Alors oui, moi je le pense, Aurélien Rousseau, il incarne, mais comme beaucoup d'autres députés dans la diversité de ce nouveau Front populaire, quelqu'un qui va se battre finalement pour le Front républicain et pour le nouveau Front populaire. Mais monsieur, si je peux me permettre, nous n'avons aucune leçon de République à recevoir de la part de quelqu'un qui, oui, pour quelques postes, peut-être une circonscription à Nice, est allé s'allier avec l'extrême droite. Aujourd'hui, quand vous parlez des Républicains avec Éric Ciotti, qui, je crois, ont perdu d'ailleurs ce soir, c'est aussi les résultats de ce second tour. Oui, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Tout à l'heure, je parlais du nouveau Front populaire rééquilibré. Moi, je le dis, le nouveau Front populaire, c'est aussi une réponse à l'aspiration d'un peuple de gauche, universaliste, qui a envie de se battre pour les valeurs qu'il défend. Et donc, cela veut dire aussi un nouveau Front populaire qui devra demain être exemplaire. Je le sais, parfois, la gauche, elle a pu faire peur, elle a pu laisser entrevoir des comportements qui n'allaient pas, qu'ils soient outranciers ou des propos même qui pourraient attiser la haine. Moi, je le dis aussi en tant que présidente des Jeunes Socialistes et en tant que parlementaire socialiste. Demain, ce Front populaire, il va devoir être exemplaire à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de propos antisémites, il n'y aura pas de propos racistes, pas d'homophobie et d'LGBT-phobie. Mais pendant cette campagne, monsieur, qui a prononcé les mots « je ne suis pas raciste, j'ai un dentiste juif et un ophtalmo musulman », c'était peut-être l'inverse. C'était l'inverse. C'est ce qu'il s'est passé. L'exemplarité, demain, elle viendra et elle existera en Ile-de-France également. De besoin de clarification tout à l'heure, ça n'amène pas un peu de confusion, Aurélien Rousseau, sur les bancs de la gauche? Peut-être. C'est au contraire une grande clarification, vous savez, parce qu'Aurélien Rousseau, il a eu bien ce courage de clarifier à un moment ses positions. Vous savez, en politique, on n'est pas figé. On a le droit d'évoluer, on a le droit de discuter, on a le droit aussi de changer, de construire aussi. Les idées politiques, ce sont des idées vivantes et qui doivent aussi, parfois, on peut avoir des chemins qui peuvent être des chemins un peu sinueux. Mais par contre, à un moment donné, il faut clarifier. Et Aurélien Rousseau, il a clarifié. Et moi, j'aime bien quand le débat, il est clair. Et il a été extrêmement clair. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis très fier que nous puissions compter l'ancien ministre de la Santé dans les rangs du nouveau Front populaire. En plus, il a une histoire aussi politique, une histoire politique de gauche. Et vous savez, il faut arrêter avec la question aussi de cette confusion que vous venez de faire, encore une fois, monsieur, en renversant d'une certaine manière la charge de la preuve, la charge de l'accusation, pardon, c'est de dire que ce seraient les candidats de la gauche qui seraient aujourd'hui porteurs de l'antisémitisme. On vient d'écouter, et du racisme, on vient d'écouter la qualification le pédigré d'une des candidates d'extrême droite qui travaille dans un institut travaille pour un institut pour la promotion de la race blanche. Pour la promotion de la race blanche. Vous vous rendez pas compte qu'en 2024, nous avons des débats où il y a une candidate qui peut possiblement accéder à l'Assemblée nationale, que vous soutenez et qui fait aujourd'hui la promotion de la race blanche. Alexis, vous voulez dire un mot sur Aurélien Rousseau, peut-être? Oui, je trouve que la clarification n'est pas très claire. On parle quand même d'un ancien ministre de la majorité que je représente, qui est allé combattre le Rassemblement national dans une circonscription tenue par une députée qui appartient à la frange de gauche de la majorité, qui s'est battue contre la réforme, la loi immigration, pour assouplir la réforme des retraites. Je pense que si M. Rousseau voulait réellement combattre le Rassemblement national, il serait allé sur les terres du Rassemblement national. Là, on parle plutôt d'une volonté de conquérir une circonscription. Alors, bien joué, j'ai envie de dire, ça a fonctionné. Mais il a fait prendre un risque. Il a fait prendre un risque de faire gagner le Rassemblement national. Donc je n'appelle pas ça du courage. Mais simplement, si je peux dire quelque chose, parce que on a besoin, je crois, d'humilité. La gauche va obtenir très certainement autour de 200 sièges, dont 60 à 80 sièges de la France insoumise. Lors du barrage républicain, les électeurs n'avaient peur que d'une chose, c'était les extrêmes. La France insoumise et le Rassemblement national. Il faut que vous soyez clairs là-dessus. Les Français ont dit oui, certainement,
au Front populaire, mais dans un front républicain sans la France insoumise. Il faut que vous soyez extrêmement clair. Ils ont dit oui à un programme qui était un programme très clair. Nous sommes la seule coalition à avoir chiffré, explicité, donné aussi comment nous allons gérer le pays en étant extrêmement clair d'ailleurs sur la temporalité. Vraiment. On poursuit dans un instant. C'est ça la coalition. David Béliard. C'est aussi ça l'évolution un peu de notre système. Et moi je fais partie d'un mouvement qui prône ça, c'est-à-dire de faire des coalitions qui sont des coalitions de projets. C'est là qu'il faut être clair. Et nous avons fait des coalitions de projets. On poursuit dans un instant parce que nos téléspectateurs attendent avant tout ce soir des résultats. Et Carla, vous en avez pour nous en Seine-et-Marne. Oui, Marlène, dans la 9e circonscription, donc elle passe à gauche. La députée sortante Renaissance, Michèle Perron, était arrivée en 3e position au premier tour. Elle s'est désistée. Et c'est donc Céline Thibault-Martinez du PS qui l'emporte avec 53,7% des voix devant le candidat du Rassemblement national. Dans la 6e circonscription, pas de surprise, c'est la députée sortante Béatrice Rouleau du Rassemblement national qui l'emporte devant LFI Amal Bentoussi. Et puis dans la 10e circonscription, nouveau mandat pour Maxime Lenné qui l'emporte largement avec 68,6% des voix devant la candidate du Rassemblement national, Priscilla Brac, 31,4%. Merci Carla. On va reprendre notre tour des duplex. Il y a 2 ans, des visages inconnus, des profils atypiques avaient fait leur entrée à l'Assemblée portée par la France insoumise. On va prendre de leurs nouvelles. D'abord dans le Val-de-Marne, une personnalité érigée en symbole par la gauche, Rachel Keke, femme de chambre élue députée face à une ministre, Céline Cabral. L'image était belle, elle a depuis été un peu écornée. Et oui, Marlène, on se souvient ici de son élection dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. En 2022, Rachel Keke l'avait emportée avec moins de 200 voix d'avance face à sa rivale LREM, l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Son profil sortait du lot. Rachel Keke, première femme de chambre à entrer dans l'hémicycle pour porter la voix des invisibles. Son style direct et ses déclarations sans filtre ont parfois créé des tensions. L'une des dernières en date, c'était il y a quelques jours lorsqu'elle a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée. Son adversaire Vincent Jeanbrun veut donc profiter de cette image écornée au fil du temps pour faire la différence ce soir. Le maire, les Républicains de la Île-et-Rose se posent, je cite, en rempart contre le chaos. Le chaos, c'est sa rivale Rachel Keke, candidate LFI Nouveau Front Populaire. En 2022, les électeurs votaient pour la belle histoire de la femme de chambre. Pour qui vont-ils voter ce soir dans ce duel droite-gauche? On ne devrait pas tarder à avoir les premiers résultats ici dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. Merci Céline. Et toujours dans le Val-de-Marne, dans la 3e circonscription, Valentine Poncy. Louis Boyard avait été élu député à seulement 21 ans. Il est arrivé en tête du premier tour dimanche dernier et on le voit, il est en train de s'exprimer derrière vous. Oui, il vient d'annoncer sa victoire. Il arrive en tête dans plusieurs villes de la circonscription. Il remercie bien sûr ses militants et cette mobilisation qui a duré 3 semaines. Il n'a pas lâché le terrain entre barbecue, réseaux sociaux et puis du porte-à-porte. Eh bien, Louis Boyard, qui avait déjà fait tomber un député de la Macronie il y a 2 ans, Laurent de Saint-Martin, eh bien, il semble être réélu ce soir, malgré après avoir été la cible de nombreuses attaques de ses adversaires, le candidat RN, mais aussi le candidat de la majorité présidentielle, Loïc Signor, qui s'était maintenu dans cette triangulaire. Il continue à combattre le Rassemblement national. Il a d'ailleurs des paroles très dures vis-à-vis de ce groupe politique ce soir devant ses militants qui l'applaudissent, vous l'entendez, face à cette victoire. Merci Valentine Poncy-Marafovic. Je pèse, certains sont plutôt réservés et je pèse mes mots sur le rapprochement avec LFI depuis 2022. 2 ans après, quel regard vous portez sur ces députés qui étaient présentés comme des symboles à l'époque, Rachel Keke, Louis Boyard? Le nouveau Front populaire, déjà, ce n'est pas la NUPES, c'est autre chose. C'est une union qui s'est créée parce qu'il fallait faire face au Rassemblement national et les empêcher de gagner. C'est chose faite.
ce soir, et c'est déjà un premier soulagement. Est-ce que finalement les raisons qui nous ont poussés par moments à faire ce que nous avons appelé le moratoire de la NUPES, est-ce que toutes ces raisons ont disparu? Évidemment que non. Il va nous falloir beaucoup de clarification. Vous parlez de certains des comportements, le moratoire de la NUPES. Bien sûr, à la fois il faut renouveler les comportements, veiller aussi à une clarification des propos et des idées, mais aussi, je le dis, à construire une union qui soit démocratique et qui s'organise sans hégémonie. Moi, ce soir, je suis extrêmement satisfaite de voir, parce qu'il l'a annoncé apparemment, la victoire probable d'Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis, tout comme, j'espère, la victoire de Daniel Simonet dans le 20e arrondissement de Paris. Ils ont su incarner, oui, un esprit rebelle, peut-être un esprit même d'insoumission, face à certains comportements chez les insoumis. Demain, finalement, notre union, elle va devoir être belle parce qu'elle doit être victorieuse. Elle doit réellement changer la vie des Françaises et des Français. Et donc, ça veut dire convaincre les Françaises et les Français qui, c'est vrai, peut-être pour certains, ont peur ou sont inquiets de voir certains visages incarner l'union de la gauche, eh bien qu'ils ont eu raison de nous faire confiance par leur vote dimanche dernier et aujourd'hui. Et donc moi, je le crois, la gauche demain, elle va devoir être exemplaire. À l'Assemblée nationale, cela voudra dire, par exemple, exclure de nos groupes celles et ceux qui ne respecteront pas le programme, et notamment la charte de conduite que nous avons signée collectivement. Mais en bref, ça veut dire surtout créer une gauche, construire une gauche qui demain sera en capacité réellement de gouverner et de recevoir la confiance des Français. Alexis Jardin, il n'y avait pas de candidat Ensemble pour la République contre Rachel Keke au premier tour. Vous soutenez le maire de l'Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun. C'est un renoncement? Vous n'aviez aucune chance? C'est pour ça que vous n'y allez pas? Non, la réalité, c'est que la majorité a décidé de faire confiance dans un certain nombre de circonscriptions à celui qui était le plus en mesure de gagner contre des candidats, parfois sortants, qui ne respectaient pas, en notre sens, les valeurs de la République. Et c'était le cas avec M. Jeanbrun, qui n'a pas, il me semble, demandé notre soutien explicite, mais qui était le plus en mesure d'apporter une voix républicaine à l'Assemblée nationale. Et après les nouveaux visages de 2022, cette fois-ci, qui va créer la surprise? Peut-être Dieynaba Diop dans la 9e circonscription des Yvelines. On l'espère. Jean-Baptiste Patier, vous êtes toujours à l'hôtel de ville des Mureaux. La candidate socialiste y est adjointe au maire et elle ambitionne de faire basculer une circonscription qu'on disait jusqu'ici imprenable. Exactement, Marlène. Et selon les premières estimations, elle est en passe, effectivement, de réaliser cette percée historique ici pour la gauche. Alors, aux Mureaux, pour le moment, elle est en tête avec 80-85% des voix, c'est considérable, contre 15 ou 20% des voix pour le candidat du Rassemblement national, Laurent Morin. Alors je rappelle, cette circonscription est très particulière, rien de surprenant qu'elle soit largement en tête ici aux Mureaux, mais là c'est vraiment une large tête. Donc la question, c'est est-ce que dans les communes rurales, car c'est une circonscription où le contraste ville-ruralité est très très fort, est-ce que le vote des communes rurales va faire rattraper le candidat du Rassemblement national au niveau du nombre de voix? Eh bien, d'après les premiers résultats qui nous sont parvenus, ce n'est pas le cas du tout, puisque parfois Dieynaba Diop remporte des communes rurales, et oui, et si jamais le candidat du Rassemblement national remporte, lui, ces villages, eh bien c'est d'une courte tête. Donc effectivement, pour l'heure, Dieynaba Diop, la candidate socialiste du Nouveau Front Populaire, est donc en tête, et vraisemblablement une large tête qui semble se dessiner, et peut-être qu'effectivement cette circonscription acquise à la droite et au centre depuis 1986, c'est important, eh bien, pourrait basculer ce soir à gauche avec la candidate socialiste Dieynaba Diop, actuellement en tête selon les estimations. Merci Jean-Baptiste. Elle aussi est socialiste et vise un exploit à Paris. Marine Rosset s'est imposée au premier tour dans la 2e circonscription. La rive gauche, bastion de droite, Florent Carrière, elle s'est engouffrée dans la brèche des divisions de la Macronie. Oui, Marlène, et puis je vous propose de vivre un peu cet événement en direct. Marine Rosset vient d'arriver dans ce bar du 5e arrondissement qui est donc aménagé en QG ce soir pour les socialistes qui se sont réunis donc pour attendre les résultats de la 2e circonscription de Paris. Une candidate socialiste qui est, vous l'avez dit, est arrivée en tête de ce premier tour, bénéficiant de la division notamment du camp présidentiel avec 2 candidats. Jean Lossuc, l'officiel, un candidat imposé par Rachida Dati, et puis Gilles Legendre, le député Renaissance sortant, qui était qualifié pour le second tour mais qui a finalement choisi de se retirer.
cette circonscription, elle est taillée pour la droite, avec une droite qui est en force dans le 7e arrondissement. Alors, l'équipe de Marine Rosset va peut-être regarder avec plus d'intention les résultats dans le 5e arrondissement. 45% des voix quasiment au premier tour pour la gauche dans cet arrondissement, avec l'espoir de peut-être pouvoir faire basculer cette mairie dans 2 ans, car oui, les municipales, c'est dans 2 ans. Et c'est un petit peu ces municipales qui se jouent ce soir dans cette circonscription, y compris dans le camp d'en face pour Rachida Dati, qui, en plaçant l'un de ses lieutenants, Jean Lossuc, entend étendre son influence dans la capitale. Merci Florent. Alors les municipales, on verra. Je me tourne vers vous, Emma Rafovic. Djenaba Diop dans les Yvelines, Marine Rosset à Paris. Il y en a d'autres, peut-être de nouveaux visages pour la gauche et le PS à l'Assemblée. C'est votre génération, Emma Rafovic. Le PS en avait besoin? Oui, nous avons besoin de Djenaba Diop, de Marine Rosset, de Céline Hervieux à l'Assemblée nationale. Ce seront des élus de combat qui sauront, je le crois, au sein du nouveau Front populaire, au sein aussi du groupe socialiste renforcé, représenter nos combats et puis surtout se battre pour les Françaises et les Français. Djenaba est une porte-parole du Parti socialiste, tout comme Céline, et Marine sera bientôt un des nouveaux visages aussi de gauche à Paris. Je le crois, nous avons besoin d'elles à l'Assemblée nationale, elles nous représenteront et j'en serai très très fière. David Béliard, adjoint au transport auprès d'Anne Hidalgo. De nouvelles députées écologistes à Paris, sans doute également ce soir. Est-ce que vous n'avez pas été tenté d'aller dans la bataille cette fois-ci? Chacun, vous savez, moi j'ai un super mandat. Moi, je vois très très bien aussi à quel point on peut agir aussi dans un exécutif. D'ailleurs, un exécutif d'une gauche qui est une gauche rassemblée sur un projet qui était un projet clair que nous avons signé, contracté en fonction effectivement des résultats des municipales de 2020. Et effectivement, eh bien, tous les jours, vous pouvez changer la vie des gens. Et d'ailleurs, je le vois à la fois par les gens qui sont contents. Donc ceux qui sont allés à l'Assemblée, et parfois par les gens qui ne sont pas contents. Non, mais chacun sa place. Vous savez, il faut être clair. Il faut être clair sur les envies que nous avons et là où on pense qu'on peut être le plus utile. Là où on peut être le plus utile. Et moi, je suis ravi. Je vais vous dire, on va attendre les résultats. Mais par exemple, pour ajouter à la liste des nouveaux visages, on pourrait avoir par exemple Léa Balage face aujourd'hui à Stanislas Guerini. Eh bien, on va attendre parce que le combat, il est extrêmement serré. J'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises, d'ailleurs avec ensemble, nous sommes allés au meeting lundi dernier, et on voit il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ce territoire, sur cette circonscription, qui a d'ailleurs été une circonscription à gauche pendant de très nombreuses années, et que oui, nous souhaitons voir revenir dans l'escarcelle du nouveau Front populaire, avec évidemment en tout cas dans ce cas-là, avec une élue qui, j'en suis sûr, sera une magnifique députée, Léa Balage. Alexis Isard, un mot quand même sur la situation de Gilles Legendre, un troisième au premier tour qui appelle à voter pour une candidate PS. Vous ne l'avez pas réinvesti. Rachida Dati a visiblement le pouvoir d'écarter un marcheur historique. Moi, je ne suis pas au courant exactement de comment s'est passée cette situation. Est-ce que ça vous étonne? Vous imaginez bien que moi, j'étais concentré sur ma circonscription en l'occurrence. J'imagine. Avec un peu de recul depuis une semaine. Moi, Gilles Legendre, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu travailler à l'Assemblée nationale pendant 2 ans, qui a été président de notre groupe et qui a fait du très bon travail lorsqu'il était président de notre groupe. Maintenant, il y a certainement eu des dissensions avec lui, des problématiques que j'ignore, très sincèrement. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que je souhaite que le camp majoritaire puisse l'emporter. Parce que aujourd'hui, je vois bien que vous vous félicitez, vous avez totalement raison, de la victoire de certains partis socialistes et de certains écolos en disant des candidats du nouveau Front populaire. Ce que j'ai vu quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, moi, c'est que des candidats NUPES avaient gagné et que la NUPES a éclaté dès le lendemain. Et je me demande ici, est-ce que vous êtes certain que demain, lundi, le nouveau Front populaire sera un groupe uni à l'Assemblée nationale avec la France insoumise, les écolos et le Parti socialiste? Parce que je pense que les Français qui votent pour vous ont peut-être envie d'éclaircissement, parce qu'il y avait, il ne faut pas l'oublier, un front républicain qui s'est mis en place. Si je peux me permettre de répondre à votre question, vous avez raison de vous interroger sur ce à quoi va ressembler demain l'Assemblée nationale et ce que feront les nouveaux et nouvelles députés du nouveau Front populaire. Moi, ce que je pense, c'est que si nous sommes alliés, c'est parce que nous avions envie finalement de réagir avec beaucoup de force, à la fois à la décision... il faut le dire, irresponsable du président Emmanuel Macron du 9 juin au soir, et aussi à
cette dynamique du Rassemblement national que nous avons combattu et battu dans les urnes aujourd'hui. Pardon, monsieur ? Tous les groupes d'opposition demandaient la dissolution la veille, au moment où elle est prononcée. Absolument pas, nous ne la demandions pas. Nous ne la demandions pas, et cette décision d'Emmanuel Macron a été à la fois grave, irresponsable, mais je dois le dire, ce soir nous avons réussi à en éviter les pires conséquences. Demain, le Rassemblement national ne sera pas premier groupe à l'Assemblée nationale, et je crois que c'est une vraie victoire. Alors demain, si je peux essayer de vous rassurer, monsieur, sachez que les socialistes seront plus nombreux, que les écologistes seront plus nombreux, que nous arriverons à rééquilibrer aussi ce regard-là de la gauche au Parlement. Et je vois évidemment que vous doutez, parce que la majorité, comme le président de la République, est balayée ce soir. Mais il va falloir vous y faire. Vous n'êtes plus la majorité, même relative. Sébastien Meurant, peut-être assez probable, selon vous, hein, Monsieur Izard, dissension à gauche dans les jours, les semaines qui viennent. Vous êtes désisté, vous nous avez dit, pour faire battre une candidate LFI. Mais là, les règles de conduite, est-ce que ça va aller jusqu'au petit commentaire de Monsieur Mélenchon sur la police ? Madame, dans l'Humanité, vous avez le 6 mars porté plainte contre des sympathisants insoumis pour harcèlement en ligne. Oui, tout à fait. Je laisse les propos antisémites d'un certain nombre de parlementaires parisiens déjà. Donc je redis, l'extrême gauche, c'est une extrême gauche. Et là, je ne sais pas comment quelqu'un qui a représenté, qui a été président, M. Hollande, vous savez très bien les relations qu'ils ont avec M. Mélenchon et les autres, c'est une honte, c'est effectivement l'alliance de la honte. Sur les questions de gouvernement, il n'y aura pas la majorité. Le principe de la réalité va s'appliquer. Et moi qui étais commissaire en finances au Sénat, malheureusement, les 3200 milliards de dettes, ils sont là. Les programmes complètement irréalistes. Donc cette coalition va évidemment exploser. En fait, ceux qui se disent sociodémocrates, mais vont pouvoir vous quitter tout de suite. Parce que vous avez vu tout à l'heure quelqu'un qui a été un des symptômes de cette bordélisation de l'Assemblée nationale. Parlez de Louis Boyard ? Louis Boyard, qui s'est vanté d'avoir été trafiquant de drogue. Est-ce que c'est grave ? Les Français, moi je m'adresse au peuple de France, pas au peuple de gauche. Je m'adresse à tous les Français, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils sortent. Qu'est-ce qui va sortir cette Assemblée nationale ? On va s'interrompre un instant, pardonnez-moi, parce que nous avons un invité qui nous attend en duplex. On va rejoindre Marion David, qui se trouve en ce moment même à Montreuil, avec les soutiens d'Alexis Corbière et le candidat lui-même, qui a, Marion, je crois, une bonne nouvelle pour lui à annoncer. Oui, Marlène, exactement, une bonne nouvelle pour lui. Je vais le laisser vous l'annoncer. Je crois que ça y est, c'est officiel, Monsieur Corbière. Bon, c'est pas officiel, mais au vu du nombre de bureaux qu'on a dépouillés, je suis au moins à 55%, peut-être même 56%, donc réélu député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis sur les villes de Montreuil et Bagnolet. C'est évidemment une bonne nouvelle pour moi. Un petit mot également des résultats sur la Seine-Saint-Denis, peut-être si vous en avez. Bon, il semble, évidemment, un peu pris dans ma soirée électorale, j'ai pas vu tous les détails, mais que cette magnifique poussée du nouveau Front Populaire se retrouve aussi dans notre département, où quasiment tous les députés Front Populaire, je crois, sont réélus. Et puis sur le plan national, cette magnifique surprise après la semaine dernière, où on était inquiet d'une possible victoire de l'extrême droite. Aujourd'hui, le groupe le plus important, manifestement, à l'heure où je parle, c'est le groupe Front Populaire. Et la logique des choses, c'est que le prochain Premier ministre soit issu de cette grande coalition pour mettre en place un programme social, d'augmentation des salaires, de services publics. Je l'ai beaucoup vu, moi, pendant la campagne, dans les villes de Montreuil et Bagnolet, une attente pour une école publique de meilleure qualité avec des moyens supplémentaires. Ici, il y avait eu des grandes mobilisations pour un plan d'urgence pour l'école publique. Il faudra le mettre en œuvre pour l'hôpital et des réformes de démocratie aussi. C'est un grand moment historique. Merci Alexis Corbière. Marion, à vous, à votre invité. Avant de revenir au débat, on va faire un détour maintenant par les Hauts-de-Seine, seul département de métropole où aucun candidat du Rassemblement national n'a pu se maintenir au second tour, comme une France d'avant. Julie Jacquard, avec un duel gauche-droite très classique, par exemple à Clamart, dans la 12e circonscription. Et oui, en effet, Marlène, c'était un peu le clivage à l'ancienne entre un candidat de la droite et un candidat de la gauche, et un duel aussi serré puisqu'il n'y avait qu'un point d'écart entre ces deux candidats au premier tour. Alors là, d'après les premiers résultats de la ville de Clamart, sur 37 bureaux sur 38, Jean-Didier Berger, le maire de Clamart, arriverait en tête avec 55,71% des voix, et Lounès Adjroud, adjoint au maire de Châtillon, aurait lui 44,29% des voix.
Jean-Didier Berger, le maire de Clamart-Creuse. Donc l'écart reste à savoir si cette tendance va se confirmer à Châtillon, Fontenay-aux-Roses et au Plessis-Robinson, les 3 autres villes de cette 12e circonscription. Merci Julie. Et puis on parlait d'un duel fratricide à gauche il y a un instant. Il y en avait un aussi de duel de ce genre à droite dans l'Essonne entre Nicolas Dupont-Aignan et François Durovray. Gaëlle Darangos, vous étiez à Montgeron au début de soirée, vous êtes maintenant à Hyères. Oui, nous sommes à Hyères où on a déjà une première tendance. Alors, des premières estimations qui nous ont été données par les proches de Nicolas Dupont-Aignan. La chose qu'on sait, c'est que François Durovray est donc décroché pour le moment. On assiste donc à un mano à mano entre Nicolas Dupont-Aignan et Béranger Cernon. Béranger Cernon, c'est un nom pas forcément très connu dans le landerneau politique. C'est un syndicaliste, cheminot de la CGT, élu municipal d'opposition ici à Montgeron, et le candidat du Front Populaire a créé la sensation en sortant en tête du premier tour avec 34% des suffrages exprimés. C'est du jamais vu dans cette 8e circonscription qui réélit sans discontinuer Nicolas Dupont-Aignan depuis 27 ans. Mais cette année, vous le savez, la droite est divisée et Nicolas Dupont-Aignan, qui bénéficie du soutien du Rassemblement national, a face à lui François Durovray. David Béliard, il nous reste quelques secondes. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Non, mais simplement pour dire que je suis toujours effaré et très étonné de voir qu'on nous fait encore le procès du désordre, alors que nous avons aujourd'hui une coalition sur laquelle nous nous sommes mis d'accord, à la fois sur le contenu et puis sur les modalités. Maintenant, on va discuter ensemble, on va discuter entre nos formations politiques, et ce n'est pas nous qui cassons les choses. C'est la dissolution, c'est l'ex-majorité présidentielle qui casse aujourd'hui. Merci à vous d'être passé par ce studio. Merci. Ne zappez pas, la soirée continue avec un point complet sur les résultats dans notre région. On se retrouve dans 15 petites minutes. À très vite, le temps de jeter un œil aux résultats nationaux.